Au Tchad, le dialogue national inclusif a connu sa deuxième interruption. Le comité ad hoc chargé de ramener les absents qui dénoncent la tenue d'un monologue n'a pas réussi à faire taire les critiques. Les organisations politiques et certaines corporations professionnelles regrettent que ces assises ne s'inspirent pas de la conférence nationale souveraine tenue en 1993. Kaligoté Gata, bonjour. Bonjour madame. Deux suspensions de travaux, de nombreux absents, l'Église catholique qui se retire du dialogue, plusieurs manifestants arrêtés. Nous sommes loin d'un dialogue national inclusif, dans un climat apaisé, pour refonder le pays. Oui, mais c'est le contexte du Tchad, hein. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des incompréhensions. Je pense qu'après l'expérience de la conférence nationale souveraine, c'est le deuxième dialogue national, véritablement national. Nous en avons connu deux autres qui sont en fait des forums de 2018 et 2020. Et donc, beaucoup de gens ont des appréhensions sur l'actuel dialogue. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des dissensions, des contestations, mais il faut rassurer les uns et les autres. Il faut rendre plus inclusif le dialogue. Et je pense que c'est ce que nous faisons en ce moment, en envoyant vers ceux qui hésitent, ceux qui ont des doutes, des personnalités, des gens de religieux pour essayer de faire une médiation qui puisse concourir à vraiment réunir les conditions d'une inclusivité réelle. Mais à quoi auront donc servi les pourparlers de Doha? Les pourparlers de Doha sont un complément nécessaire dans la mesure où si on veut un dialogue réellement inclusif, il se compose à l'extérieur des politico-militaires, à l'intérieur des forces vives, qu'elles soient du côté du pouvoir ou de l'opposition. Et c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour en faire un peu le cocktail du dialogue. Vous-même, à une époque, aviez appelé à boycotter ce dialogue. Pour quelles raisons avez-vous finalement décidé d'y participer? Est-ce que vous comprenez vos camarades qui aujourd'hui dénoncent la surreprésentation d'un clan? Oui, je les comprends parfaitement. Mais il se trouve que la question de la surreprésentation n'a de sens que si on évolue dans un contexte où on met en jeu le vote. Or, le critère principal de la décision du dialogue, c'est le consensus. Le consensus, comme vous le savez, est quelque chose de supérieur par rapport au vote. Le vote, c'est une majorité plus un, on remporte. Mais le consensus, on dit que c'est l'opinion la plus grande possible autour d'un sujet. Et il se trouve que, à part la constitution du présidium, dans le dialogue, il n'y aura plus de problème de personne. On va se prononcer seulement sur des sujets et la priorité est donnée au consensus. Et donc, la peur qu'il y a trop de monde du pouvoir dans la salle me semble être exagérée et presque infondée. Parce que quand on recherche le consensus, on ne voit pas les espèces de ghettos qu'on dessine dans la salle en fonction de l'appartenance à des partis ou à des associations de la société civile. Vous rappeliez tantôt qu'il y a eu, en plus de la conférence nationale, deux forums en 2018 et 2020, qui d'ailleurs, de l'avis de certains, ont sapé les acquis démocratiques sortis de la conférence nationale. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des absents à ces assises qui déplorent le fait que les méthodes employées lors de la conférence nationale, notamment le vote à bulletin secret, ne soient pas mises en place aujourd'hui et que les représentants des partis politiques comme les politico-militaires soient les mêmes qui ont participé à ces assises. Et vous connaissez bien cette sagesse biblique qui dit qu'on ne fait pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Mais moi, je le comprends parfaitement, mais pour évoluer un peu plus dans le sens national,
il faut voir de quoi nous allons parler et en quoi est-ce que la composition de la salle a une importance. Nous allons discuter, d'après la thématique principale, de la refondation du pays, qui passe d'abord par une refondation institutionnelle, qui est en fait une inscription en faux des conclusions du forum de 2018 et 2020. On dit refonder le pays institutionnellement, ça veut dire on revisite l'ensemble des institutions pour que on rentre dans un cadre démocratique réellement, un état de droit à réinstaller. Et donc, ceci ne peut se faire qu'avec l'apport de tout le monde. On ne peut pas dire que ce sont les acteurs du forum de 2018 et 2020 qui vont décider aujourd'hui. Nous sommes quand même plusieurs à vouloir saisir au bon cette proposition de refondation du pays. Et je pense que si on se base sur ce critère-là, il y a de la place pour tout le monde. Je donne un exemple tout à fait simple. De 1962 à ce jour, les manifestations publiques ont été gérées par l'ordonnance de 1962, qui était une ordonnance prise dans un contexte interdisant les rassemblements, les marches, les pétitions et tout. Jusqu'aujourd'hui, cette ordonnance est valable. Nous avons à l'ordre du jour un projet de texte qui définit les lois et les droits fondamentaux, où il est question d'adopter d'autres résolutions conduisant à d'autres lois. Si nous sommes nombreux dans la salle à reconnaître que le processus démocratique a connu un frein et a été dévoyé, c'est l'occasion maintenant de faire place à de nouvelles lois qui puissent remettre les questions démocratiques sur les rails. Et c'est pour ça que je dis que puisque c'est un débat entre Tchadiens, il y a de la place pour tout le monde. Et lorsqu'il s'agira de décider, il ne s'agira plus de voter, mais de trouver le consensus. En partant de ces deux considérations, je pense que le, le, le dialogue actuel est une porte ouverte à toutes les forces qui se définissent comme démocratiques et qui veulent que notre pays sorte des guerres récurrentes pour amorcer un virage vers la paix, la démocratie et une avancée vers une stabilité politique garantie par des institutions plus fortes. Gali Gotegata, pour le secrétaire général des Nations Unies, ce dialogue est un moment clé pour le peuple tchadien, référence au retour à un pouvoir civil. Hein. Or, le doute subsiste encore aujourd'hui car le président du CMT dit remettre son destin à Dieu, alors qu'il avait promis des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois. Cela fait déjà 15 mois qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques ? Je ne rentre pas dans l'esprit du président du CMT et je ne le remplace pas non plus. J'ai été désigné comme responsable d'un dialogue qui doit remplir les conditions d'inclusivité et qui doit voter des résolutions et des lois conduisant à un autre cadre tiré un peu de ces difficultés actuelles. Donc, les projets du président Mahamat Idriss Déby Itno sont ces projets. Moi, ma responsabilité se limite à faire en sorte que ce dialogue soit un dialogue national crédible, nous permettant de dire qu'on peut faire maintenant confiance à nos règles, à nos lois, pour que les compétiteurs puissent aller à cette compétition dans la confiance. Ça, c'est ma responsabilité. Mais reconnaissez quand même que la refondation du Tchad, c'est aussi la fin du primat de la force des armes sur la démocratie. Exactement. Si nous cherchons à redéfinir de nouvelles règles, c'est pour ne plus repartir dans la guerre. Vous savez, depuis l'indépendance, on n'a fait que la guerre. Et le dialogue surprend un peu tout le monde parce qu'il s'agit de changer d'état d'esprit. Il s'agit
de voir autrement le mode de règlement de nos conflits. Et donc, je comprends ceux qui ont peur, parce que pour eux, leur habitude est marquée par la violence militaire, et ils croient que tous les problèmes, on doit les résoudre par la guerre. La preuve est qu'on a fait quand même plus de 50 ans de notre vie après l'indépendance, on n'a jamais retrouvé la paix parce qu'on n'a jamais essayé de dialoguer correctement et en se faisant confiance. De ce dialogue, vous-même, vous le disiez, les Tchadiens attendent qu'il jette les bases de la refondation hein, d'un véritable État de droit. Malgré les couacs enregistrés depuis l'ouverture de ce dialogue, est-ce que vous êtes encore optimiste? Moi, personnellement, oui, parce que je ne peux pas assumer mon rôle de président du Présidium si je constate qu'il n'y a aucune perspective. Mais là, je pense que il faut y croire, d'abord par les gens qui sont dans la salle, qui sont vraiment préoccupés par la situation du Tchad. Et cette situation les inquiète et qui voudraient qu'on trouve une solution. En plus, de l'extérieur, la population qui a vécu les drames de toutes sortes, de toutes sortes sur euh, les guerres que nous avons connues, espère que c'est un nouveau départ. Et donc, il faut répondre à ces deux attentes, l'attente de la population et l'attente de la salle. Et je pense que la direction du débat actuel fait un effort assez important pour que effectivement l'espoir, l'espérance que les gens placent à ce dialogue soit quelque chose qui portera des fruits. Gali Gotegata, si vous aviez un message à faire passer aux Tchadiens, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Que je ferai de mon mieux pour que le dialogue national ne les déçoive pas. Que je porte avec eux cet espoir que le Tchad peut être autrement que ce que nous avons connu. Il y a un slogan qui circule en ville, dans toutes les bouches, un Tchad nouveau. Eh bien justement, bâtissons ce Tchad nouveau par l'apport des uns et des autres. Gali Gotegata, merci. Je vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie.